Voici un exercice qui a été posé à l'oral de Mines Télécom en filière PC, qui aurait pu être posé certainement dans d'autres concours, certainement dans d'autres filières aussi. On nous donne cette matrice 4,4. On lui associe un endomorphisme de R4, qui, bon, je ne sais pas si c'est très utile, mais on va le faire quand même. Et puis il y a diverses questions. Il s'agit de montrer que f est diagonalisable, que cite une isométrie. À la fin, on doit caractériser cette isométrie en passant par ses valeurs propres. Et donc, voici quel est l'objectif. Alors, commençons. Donc, première question, montrer que f est diagonalisable. Alors là, on doit reconnaître que c'est une matrice symétrique réelle, que la matrice A est symétrique réelle. Donc déjà, cette matrice est diagonalisable par le théorème spectral. Mais on peut aussi revenir simplement à l'endomorphisme F. La représentation de F se fait relativement à la base canonique, qui est une base orthonormée pour le produit scalaire canonique de R4. Donc F est un endomorphisme auto-adjoint, et le théorème spectral peut aussi être appliqué à l'endomorphisme F. Donc soit on l'applique directement à la matrice A, soit on l'applique, comme je viens de le faire ici, à l'endomorphisme F. Dans les deux cas, on arrive à la conclusion que cette matrice et cet endomorphisme sont diagonalisables. Et par ailleurs, le théorème spectral nous donne aussi que les espaces propres de cette matrice sont orthogonaux entre eux pour le produit scalaire usuel de l'espace des matrices et les espaces propres de F sont orthogonaux entre eux pour le produit scalaire canonique de R4. Donc ça, c'était une question de cours et puis d'observation, de reconnaître que cette matrice est symétrique. Maintenant, on demande de justifier que l'endomorphisme F est une isométrie vectorielle et de voir ce qu'on peut en déduire sur les valeurs propres de F. Alors, pour montrer ça, ça revient à montrer que A est une matrice orthogonale. Et donc une possibilité, c'est de calculer la transposée de A, de faire le produit avec A, et de constater que ça fait la matrice identité. Donc ça, c'est un calcul qu'on pourrait faire. Je vais faire je vais pas le faire, je ne vais pas calculer complètement ce produit à transposer fois A. Je vais juste signaler qu'une autre manière de reconnaître une matrice orthogonale, c'est que les colonnes de A forment une base orthonormée de l'espace des colonnes, c'est-à-dire de vérifier que toutes les colonnes sont de norme 1 et de vérifier qu'elles sont 2 à 2 orthogonales. Alors notez que la norme 1, un gros avantage qu'on a, c'est que les coefficients des 3 dernières colonnes, au signe près, sont les mêmes. Ce qui fait que le calcul des normes est le même, ou en tout cas la norme au carré. Par exemple, si j'appelle A1 jusqu'à A4 les colonnes de A, si je calcule la norme au carré de A2, ça va faire donc 4 au carré 16, plus 5 au carré 25, plus 2 au carré 4, plus 2 au carré 4, le tout sur 7 au carré, non c'est pas 4 au carré, c'est 4, le tout divisé par 7 au carré c'est 49, et vous pouvez vérifier que ça fait effectivement 1, et le calcul pour A3 et A4 est le même, où les termes du numérateur sont dans un ordre différent. Et pour la première colonne, la norme au carré, on va toujours avoir 49 au dénominateur. Et là, 1 plus 16 plus 16 plus 16, ce qui fait effectivement 49. Donc on peut constater que déjà les colonnes ici sont de norme 1, ce qui revient en fait à montrer que dans le calcul de A transposé fois A, les coefficients diagonaux sont égaux à 1. Ensuite, de vérifier que les colonnes sont 2 à 2 orthogonales. Je vais le vérifier par exemple pour le produit scalaire de A1 avec A2. On a 1 sur 49 en facteur. Ça va faire moins 1 fois moins 4, plus moins 4 fois 5, plus 4 fois 2, plus 4 fois 2. On constate que ça fait bien 0. Je ne vais pas faire toutes les vérifications. Dans un oral, j'imagine qu'une fois que vous avez présenté 2 ou 3 vérifications, on vous fait un cadeau, on vous fait le cadeau du reste. Donc déjà, l'une ou l'autre des approches, soit A transposé fois A égale l'identité, ça peut être aussi A fois A transposé, bien sûr, ça revient au même, ou bien vérifier que les colonnes de A forment une famille orthonormée. Ça justifie que A est une matrice orthogonale, ça justifie aussi que F est une isométrie vectorielle. Donc maintenant,
il s'agit d'en déduire une restriction sur les valeurs propres. Donc pour ça, eh bien, il y a une propriété, alors je ne sais pas si c'est considéré comme une propriété du cours, qui est que les seules valeurs propres possibles pour une matrice orthogonale, c'est 1 et moins 1. Je vais rappeler d'où ça vient. Si on prend lambda, une valeur propre réelle de A, si je prends U, un vecteur propre associé, ce que ça signifie, c'est que AU est égal à lambda U et que U n'est pas le vecteur nul. Le fait que A soit une matrice d'isométrie, ça nous donne l'égalité AU égale norme de U. Ça traduit le caractère isométrique de F, ou de A en l'occurrence. Or, par ailleurs, norme de AU, c'est la norme de lambda U, et la norme vérifie la propriété d'homogénéité positive, ça c'est égal à valeur absolue de lambda fois norme de U. Donc, norme de U, c'est égal à valeur absolue de lambda fois norme de U. On a choisi U non nul, donc sa norme est strictement positive. Et on arrive à la conclusion que valeur absolue de lambda est égale à 1. Donc ça prouve qu'effectivement, les seules valeurs propres envisageables sont 1 et moins 1. Alors notez qu'il y a une autre manière d'arriver à ce résultat, qui est de rappeler que A transposé fois A, c'est l'identité. Et par ailleurs, dans le cas qui nous occupe, A est une matrice orthogonale. Donc à partir de là, A carré est égal à l'identité. Ce qui prouve, donc ça prouve que A est une symétrie, ou plutôt F est une symétrie. Et pour une symétrie, bien, il est connu que les seules valeurs propres possibles sont 1 et moins 1, ce qui peut être vu d'ailleurs aussi par le biais d'un polynôme annulateur. Et au passage, cette remarque nous donne la nature géométrique de F, puisque nous avons vu que F est un endomorphisme auto-adjoint. On a dit tout à l'heure que les espaces propres de F sont orthogonaux entre eux. Et une symétrie dont les espaces propres sont orthogonaux entre eux, ça s'appelle une symétrie orthogonale. Les espaces propres sont orthogonaux entre eux. Pour une symétrie, le dessin est celui-ci. Alors maintenant, on va déterminer la dimension des espaces propres ou la multiplicité. Alors il y a plusieurs manières de faire. Il y en a une, c'est de déterminer les espaces propres eux-mêmes. Mais ce qu'on nous fait remarquer, c'est que c'est possible de la déterminer à partir de la multiplicité, à partir de la trace. Pardon. Parce qu'on a une formule, la trace de A, qui est aussi la trace de F. Formule qui découle du fait que le polynôme caractéristique de A est scindé sur R. C'est la somme sur les valeurs propres de valeurs propres multipliées par la multiplicité de la valeur propre. Et ici, les valeurs propres envisageables, c'est 1 et moins 1. Donc on va avoir M1 de A moins M-1 de A. Et par ailleurs, la trace de A, on peut la calculer. La somme des coefficients diagonaux, ici, ça fait 14, mais 14 divisé par 7. Donc la trace de A, c'est par ailleurs égal à 2. Alors ça, c'est complètement illisible. C'est la multiplicité 2 moins 1 pour la matrice A. Et par ailleurs, on sait que la somme des multiplicités est égale à 4. Ce qui nous donne ça, c'est le fait là aussi que le polynôme caractéristique est scindé. Et par conséquent, en résolvant ceci, on trouve que la multiplicité de 1 est égale à 3. La multiplicité de moins 1 est égale à 1. Et puisque A est diagonalisable, la multiplicité, c'est la même chose que la dimension des espaces propres. Donc pour cette symétrie, la dimension de l'axe de symétrie, c'est 3. Donc on fait une symétrie relativement à un hyperplan, ce qu'on appelle une réflexion. Et la direction de la symétrie, qui se trouve être l'orthogonale de l'autre espace propre,
c'est de dimension 1, donc c'est une droite. Donc le dessin, alors là je fais un dessin en dimension 3, c'est celui-ci. Donc là on a l'hyperplan, et chaque vecteur est envoyé de l'autre côté de l'hyperplan, de cette manière-là. Alors on peut trouver ces espaces propres, d'ailleurs je vais le faire. Alors comment est-ce que je vais le faire? Le mieux ici, c'est de trouver celui qui est de dimension 1, donc c'est l'espace propre de A plus l'identité. Je vais donc faire de la place. Je vais écrire d'abord la matrice A plus identité, qui vaut 1/7. Donc on ajoute 7 sur la diagonale. Ah, pardon, j'ai pas prévu assez de place. Je vais écrire cette matrice en bas, ça sera aussi simple. Ouais. Alors je suis en train de me faire une remarque. Alors, oui. Voyons, je réfléchis. Je réfléchis au fait qu'on sait, voilà, pour une symétrie, on sait que les espaces qui sont là, donc ici F et F orthogonal, on sait que pour une symétrie, qui ici s'appelle F, grand F, c'est le noyau de F moins l'identité. F orthogonal, c'est le noyau de F plus identité, c'est l'espace propre pour l'autre valeur propre. Et il y a une autre propriété qu'on utilise moins souvent, c'est que F, c'est aussi l'image de grand F, c'est aussi l'image de F plus identité, et grand F orthogonal, en l'occurrence, c'est l'image de F moins l'identité. Et il me vient cette idée parce que c'est souvent plus facile pour une matrice d'avoir l'image, surtout quand cette image est de rang 1. Et en l'occurrence, cette image est de dimension 1. L'image d'une matrice, quand la matrice est de rang 1, on a son image immédiatement. Donc on voit que F orthogonal, qui est de dimension 1, c'est l'image de F moins l'identité. Donc on va regarder ici la matrice A moins identité plutôt que A plus 4 identités. Ce qui fait donc que je vais ajouter 7 sur la diagonale. Pardon, je vais retirer 7 sur la diagonale, ça fait ceci. Je retire 7 sur la diagonale, ça fait ça. Et logiquement, on devrait trouver une matrice de rang 1. Je continue de retirer 7 sur la diagonale. Et effectivement, on constate que cette matrice est de rang 1. Toutes les colonnes sont proportionnelles entre elles. Et on peut donc conclure que l'image de F moins l'identité est la droite dirigée par ce vecteur de coordonnées. Alors je vais tout diviser par 2, ça fait 2, 1, moins 1 et moins 1. Donc ici, la droite dans laquelle s'effectue, dans la direction de laquelle s'effectue la symétrie, c'est la droite dirigée par ce vecteur. Et le sous-espace par rapport auquel l'axe de la symétrie, par rapport auquel on effectue la symétrie, c'est l'orthogonale de ça. Et l'orthogonale de ça, eh bien, il peut être vu comme l'ensemble des x, y, z, t de R4 qui sont orthogonaux à ce vecteur, ce qui réalise donc l'équation 2x plus y moins z moins t égale 0. Puisque on regarde dans F les vecteurs qui sont orthogonaux à celui-ci, ce qui s'écrit via le produit scalaire comme cela. Donc finalement, d'écrire géométriquement cette isométrie, c'est la symétrie orthogonale dont l'axe est cet espace F, ce qui est aussi la symétrie d'axe F et de direction F orthogonale, où F et F orthogonale sont décrits comme ceci. Alors ceci résout complètement cet exercice, mais
je vais vous proposer maintenant de voir un exercice qui est l'exercice inverse, c'est-à-dire un exercice où on vous dit, eh bien, considérons dans R4 cet hyperplan H, que j'appelais F sur la page précédente, qui est défini par cette équation, et mettons qu'on vous demande de trouver la matrice canoniquement associée à la symétrie orthogonale d'axe H, ce qu'on appelle une réflexion d'axe H. Et là, on pourrait se dire, bah, c'est bon, la matrice, on la connaît, c'est celle qui a été donnée au début. Oui, mais justement, la question, c'est dans un autre exercice où la matrice n'est pas donnée, si on part, c'est l'exercice réciproque, l'exercice inverse, où on nous dit, on considère la matrice canoniquement associée à cette symétrie, trouver ses coefficients. Et quels seraient les calculs pour arriver à cette matrice? Et je signale au passage que c'est par le calcul que je vais présenter maintenant que cet exercice a été construit. Alors, le point de départ, ça va être de remarquer, comme on l'a vu, qu'on connaît un vecteur normal de H, c'est-à-dire que H orthogonal, c'est la droite dirigée par A, où A est le vecteur de coefficient de 1, moins 1, moins 1. Donc c'est de la même manière qu'on trouve un vecteur normal à un plan dans le cours de géométrie de terminale. On prend les coefficients en facteur des coordonnées dans l'équation qui nous est donnée. Et maintenant, donc, comment est-ce qu'on crée la matrice canoniquement associée à cette symétrie? D'abord, ce qu'on va commencer par faire, c'est calculer la projection orthogonale sur la droite H orthogonale. Je rappelle que si on prend un vecteur V quelconque, de coordonnées x, y, z, t, dans R4, pour calculer son projeté orthogonal sur H orthogonal, il y a une formule, puisqu'on connaît un vecteur de base, donc ce projeté, c'est un multiple de A, et je ne sais pas pourquoi j'ai mis une flèche sur V, pas sur A, bon, je vais retirer la flèche sur V par pure fainéantise. Donc c'est le produit scalaire de V avec A divisé par A scalaire A. Voilà comment on calcule ce projeté orthogonal, ce qui va donc faire 2x plus y moins z moins t au numérateur. Au dénominateur, la norme au carré de A, ça fait 4 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 7. Voilà d'où vient le 7 qu'on devait obtenir. Et maintenant, on va donc pouvoir calculer la matrice canoniquement associée à cette projection orthogonale en mettant en colonne les images des vecteurs de la base canonique. Alors comment est-ce qu'on les obtient? Le premier vecteur de la base canonique, c'est pour x égale à 1, les autres coordonnées égales à 0. Ça fait donc 2/7 de ce vecteur. Je vais donc obtenir 2 fois ce vecteur. Ensuite, j'ai dit 2 fois, pardon. Ensuite, l'image du deuxième vecteur de la base canonique, c'est pour y égale à 1, les autres coordonnées égales à 0. Donc on va obtenir ceci. Et pour les images des troisièmes vecteurs, on va prendre d'une part z égale à 1, les autres égaux à 0, ce qui va faire l'opposé de ce qu'on avait juste avant. Et pareil pour la quatrième coordonnée. Voilà. Donc ça, c'est la matrice de cette projection orthogonale. Et maintenant, il s'agit de voir quel est le lien entre la symétrie qu'on cherche et cette projection. Donc ici j'ai H, ici j'ai H orthogonal, et pour le vecteur V, on a calculé ce projeté. Et nous, ce qu'on veut, c'est ce vecteur. Alors, ce qui se passe, c'est que donc, ici, j'ai ce projeté de V. Ici, j'ai l'autre projeté de V. Et le vecteur qu'on cherche, c'est celui-ci, qui est obtenu en prenant ce projeté ici, plus l'opposé de l'autre projeté.
Donc ce qu'on connaît, c'est donc le projeté qu'on cherche, le symétrique qu'on cherche, c'est ce projeté moins celui-ci. Et il se trouve que nous, ce qu'on connaît, c'est le vecteur V et ce vecteur-là. Donc comment est-ce qu'on passe de V à là? Eh bien, on passe de V à là en retirant une première fois ce projeté, plus une deuxième fois ce projeté. Le déplacement vertical qu'on fait, on peut remarquer que c'est V moins 2 fois ce projeté orthogonal. Et par conséquent, la symétrie SH, c'est identité moins 2 fois la projection. Et pour obtenir la matrice souhaitée, on prend donc l'identité moins 2 fois cette matrice et on va évidemment tomber sur la matrice qui nous était donnée au début de l'énoncé. Je ne vais pas présenter le calcul. Merci d'avoir suivi cette vidéo.